Chers auditeurs, je tiens à vous aviser que cet épisode du balado La santé au-delà des mots a été enregistré le 16 décembre 2025, soit 2 jours avant la démission du ministre de la Santé, Christian Dubé. Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Medix, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environnex. Le système de santé québécois est souvent décrit comme lourd, rigide, impossible à faire bouger, un véritable mammouth. Dans L'indomptable mammouth, aux éditions Somme toute le devoir, Marie-Michel Sioui et Pascal Mayotte plongent au cœur de cette bête et donnent la parole à celles et ceux qui ont tenté de la diriger, de la réformer ou de lui résister. On parle de pouvoir, de crise, de rendez-vous manqués et d'une foule de détails, d'anecdotes et de renseignements précieux. Bonne écoute. Marie-Michel, Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation au balado La santé au-delà des mots pour parler de votre livre L'indomptable mammouth de l'assurance maladie à Santé Québec, un demi-siècle de réforme en santé. Un livre que j'ai beaucoup aimé. Le titre pouvait éloigner des lecteurs. Là. Je ne sais pas si c'est un commentaire qui vous a été fait ou... Oui, on a eu peur que ce soit rébarbatif, puis de parler comme ça d'un demi-siècle de réforme, ça donne peut-être un peu l'impression que ça va être plate à mort, mais on a mis beaucoup d'efforts dans l'écriture pour que ça ne le soit pas. C'est loin d'être plate. Mm-hmm. Ça se lit essentiellement comme un roman. Là. Exact. Donc, il y a un certain talent. Là. Je me demandais pourquoi le titre ou le choix de l'image du mammouth, parce que souvent, nous, dans le réseau de la santé, on utilise l'image du paquebot. Tu sais, qui avance, là, on image le paquebot qui avance, puis même pour tourner de 2 degrés, il faut comme y penser là, presque des heures à l'avance. Puis c'est dur à arrêter, puis il y a une inertie incroyable. Je sais pas... Ça ressemble aux mêmes caractéristiques qu'on retrouve chez le mammouth. OK. La puissance, le volume, etc. Mais le mammouth, c'est Paul Arcand qui utilisait cette métaphore. Il l'utilise encore. Il l'utilise encore, puis nous, on l'a repris dès le départ. Là, c'était un peu notre titre de travail, puis il est resté jusqu'au bout. C'est un mot jouet pour les médias aussi, là, dans les entrevues qu'on a fait. Ça revient constamment, la métaphore du mammouth, puis c'est assez percutant comme titre. Alors, on est bien à l'aise avec ça. C'est un excellent choix. Avec, en plus, pour ceux qui s'en rappelleront, le fond d'écran, ce sont les couleurs de la carte de l'assurance maladie. Là.
à l'époque, Ah. à l'époque de la À l'époque, Castonguay. jusqu'à tout récemment, parce que c'est en 2017 que quelques fonctionnaires, semble-t-il, ont décidé ensemble d'enlever les couleurs. OK. Et ça, on n'a pas beaucoup de symboles au Québec, hein. Puis c'est dommage d'avoir mis de côté ce qui est une image iconique du réseau de la santé, le fameux coucher de soleil. Puis c'est l'emblème, ça a été l'emblème du réseau pendant des décennies. Et on est fiers de le faire revivre à travers la page couverture du livre. Puis en attendant, peut-être qu'un jour, on retrouve cette image-là à nouveau sur les cartes d'assurance maladie. Possiblement. Je me demandais, aviez-vous à l'époque et avez-vous aujourd'hui, peut-être en commençant par un certain devoir de réserve à vos fonctions, là? Peut-être pas à l'époque, M. Mayotte, mais dans le moment, là, donc aujourd'hui, même en se parlant, puis même lorsque vous rédigiez, là, vous ne pouviez pas dire n'importe quoi ou que ce soit quand même factuel, entre guillemets. Oui, c'est une question délicate. Le devoir de réserve, pour un ancien conseiller politique, c'est un concept qui peut être un peu élastique. À la base, on ne peut pas comme révéler des secrets d'État. Bon. Ou faire il faut s'abstenir de régler ses comptes ou ce genre de choses. Après ça, les gens qui ont travaillé dans les coulisses se permettent assez régulièrement là, d'investir après coup l'espace public. Il y a un devoir de mémoire que moi, je pensais pouvoir exercer pour raconter les événements que j'ai vécus de l'intérieur, les coulisses, des situations, analyser les événements. Fait qu'il faut le faire en ayant à l'esprit qu'il y a une ligne au-delà duquel on doit s'abstenir d'aller, mais il n'y a pas d'arbitre. C'est une partie de hockey auto-arbitrée. Alors, et vous, Marie-Michel? Pour moi, il y en a un, C'est très ça, hein? clairement. Ça a été... on a eu plusieurs discussions, Pascal et moi, sur la nature de notre collaboration, là, parce que c'était assez inusité, une journaliste avec un ancien conseiller politique. C'était important pour moi que je fasse pas un livre où je fais l'apologie d'un parti ou d'une réforme plutôt qu'une autre. Donc, je devais garder cette espèce d'impartialité-là qui est propre à mon travail de journaliste. Puis l'arbitre, de mon côté, ça a été Marie-André Chouinard, qui est rédactrice en chef au Devoir, qui a relu, qui a fait une bonne partie de l'édition du livre. Puis justement, ça a été important d'avoir cette honnêteté-là, entre nous deux dès le départ pour qu'on soit sensible à ça. Puis Pascal était très ouvert à se faire ramener dans le chemin de l'objectivité quand ça lui arrivait de peut-être glisser là, un petit peu parce qu'il a été programmé par défaut pour être partisan. Là. C'est ça la vie politique, tandis que les journalistes, on est comme programmés différemment. Mais donc, ça permet à notre collaboration de bien fonctionner, le fait d'avoir cette ouverture-là puis cette transparence-là aussi. En tout cas, je peux vous dire que ça marche parce que c'est une question que je me suis posée a posteriori. Donc, ce n'est pas en lisant le livre que je me disais, il me semble que ça a l'air un peu biaisé comme opinion. Donc, de ce côté-là, vous avez amplement là, rencontré les objectifs. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que la genèse de ce projet, est-ce que c'est vous qui vous parlez, vous vous dites, on devrait faire un livre sur le réseau de la santé, ou il y a des gens qui vous le suggèrent, le Devoir, par exemple, qui vous disent, il me semble qu'on serait rendu là avec ce qui se passe actuellement, là. Non, c'est Pascal qui a tout le crédit pour cette idée. Je te laisse le raconter. D'accord, on vous écoute. C'est né dans sa tête. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le réseau de la santé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'étais directeur de communication. Puis après ça, en retournant en politique, j'ai eu l'occasion de côtoyer, puis de travailler en étroite collaboration avec Christian Dubé à la fin du premier mandat, lors de l'élaboration de son plan, le grand plan là, dans lequel il allait avoir tout ce qu'on a vu au cours des 4 dernières années. Alors, j'avais, après coup, en quittant la politique, la possibilité d'avoir un accès privilégié aux coulisses. Puis là, on entrait dans une période importante dans l'histoire du Québec. C'était pas banal, vouloir créer Santé Québec. C'est une grosse réforme.
Et ça donnait l'occasion de raconter quelque chose d'important. Et là, c'est là que j'ai discuté avec Marie-Michel. On se côtoyait, on se connaissait déjà, on s'entendait bien. Puis là, l'idée, rapidement, a pris un autre niveau. Là. On s'est dit, on va aller demander de pouvoir assister aux événements qui vont se dérouler durant les prochains mois. Et donc, on a eu un accès à Christian Dubé puis à son entourage, puis ensuite à Santé Québec, au nouveau gestionnaire de Santé Québec, pour, si on veut, faire la genèse de cette nouvelle créature, Santé Québec. OK. Alors, j'ai donc proposé à Marie-Michel là, d'embarquer dans l'aventure en faisant l'alliance là, qu'on vous a décrit tantôt d'un ancien conseiller politique puis d'une journaliste. Ça a donné le produit que vous avez sous les yeux. OK. J'ai lu le livre à sa sortie, puis là, on a eu la crise de l'été, puis en préparant l'entrevue, je me disais, ils doivent regretter de l'avoir écrit ou publié un peu trop tôt. Il me semble que ça prendrait quasiment comme une réédition, là. L'année 2025 en soi pourrait faire l'objet de quelques chapitres. Je ne sais pas, avez-vous un petit regret? On était trop tôt ou tout simplement on se dit partie remise pour un tome 2? C'est drôle parce qu'au départ, on voulait arrimer la sortie du livre avec la naissance de Santé Québec, donc il y a un an environ, là, au début du mois de décembre 2024. Puis c'était pas possible à cause des délais d'impression, d'édition, etc. Donc on a fait le deuil de ça pour le sortir au printemps. Et finalement, quand le livre est sorti, le ministre de la Santé est arrivé avec son projet de loi 106. Tout à fait. Qui a lancé tout un débat, puis on s'est dit, waouh, finalement, c'est inespéré, notre timing est super, parce que on s'attendait pas dans le livre à parler autant des fédérations de médecins, de la résistance historique, là, dès le jour -1, face au changement dans le réseau. Puis donc, tout ça avait beaucoup de sens, là, même pour moi, comme journaliste, comme correspondante parlementaire, j'avais une perspective qui m'aidait à voir les événements différemment. Puis effectivement, dans les derniers mois, on s'est dit, c'est dommage parce qu'on est un peu en train de rater la grande bataille à la fin du film là, entre le gouvernement et les fédérations de médecins. Mais là, au moment où on se parle, il vient tout juste d'y avoir une entente de principe entre la FMOQ et le gouvernement. Le gouvernement a reculé, selon les informations qu'on a, sur à peu près tous les points. Donc, on se dit, ben finalement, peut-être qu'il n'y en a pas eu tant que ça, une grande bataille finale, ou en tout cas que le problème, entre guillemets, que le gouvernement cherchait à régler n'a peut-être pas été réglé. Donc, les regrets sont un petit peu moins grands depuis quelques jours, depuis l'entente de principe. OK. Ben, vous mettez la table, peut-être, on parle souvent de la résistance historique des fédérations médicales, là, à la lumière des événements. Évidemment, moi, j'ai mon opinion, là, je suis médecin spécialiste et syndicaliste, donc j'aimerais vous entendre sur la lecture que vous faites de cette fameuse résistance-là, comme dans le moment. Pensez-vous que globalement, la résistance que les fédérations ont pu avoir au cours des derniers mois, c'était justifié ou c'était encore une fois du syndicalisme dans sa forme la plus pure? Là? Je ne sais pas si ma question est claire, là, parce que j'avais l'impression que le combat était juste, là, compte tenu de la loi qu'on avait devant nous. Là. Ce que le livre révèle, en fait, c'est que les ramifications, tout ça remonte au début du système de santé. Et dès le départ, quand Claude Castonguay a voulu mettre en place l'assurance maladie, les médecins ne voulaient rien savoir. Il y a eu une forte résistance. Les médecins voulaient garder leur liberté, leur pleine liberté de pratique et surtout la pleine liberté de facturation. Et ça a pris... Écoutez, c'est pas banal. Le Québec, en octobre 1970, hein? Ça vous dit quelque chose? Moi, je connais l'histoire quand même, moi. La pire crise sociale, peut-être, de l'histoire moderne du Québec. Et que font les médecins pendant ce temps-là? Une grève générale. À ma connaissance, seulement les spécialistes en passant. Les spécialistes, c'est ça, les médecins de famille n'étaient pas en grève. Parce que il y avait déjà à ce moment-là 2 fédérations distinctes et les omnipraticiens avaient embarqué. Ils ont entendu. Oui. Donc, là, on a une grève généralisée des spécialistes. Là, c'est grave.
Puis ça a pris une loi spéciale. On décrit ça dans le premier chapitre du livre, toutes les péripéties avec les personnages historiques là, qui ont été impliqués dans tout ça. Pour donc une loi spéciale pour amener les médecins en poste. Mais avec ça, c'est docteur Jacques Brunet qui nous a raconté ça à l'âge de 99 ans, quelques semaines avant son décès. Jacques Brunet était le principal conseiller de Claude Castonguay. OK. Un grand personnage qui était sous-ministre à la Santé. Ça nous a dit, on a quand même réglé la question. Oui, il y a une loi spéciale, mais ils ont quand même eu de généreuses conditions de travail. Et là, c'est là qu'il y a ce que nous, on appelle une espèce de vice de forme. Là. Ben, on ne l'appelle pas comme ça. En fait, c'est Claude Castonguay lui-même qui dit ce deal qu'on a fait au départ, dans un contexte de crise, dans un contexte de grève, dans un contexte de loi spéciale et tout ça, ça se voulait temporaire. Lui, Claude Castonguay était certain que ça allait être révisé assez rapidement parce qu'on donnait aux médecins un statut assez inusité là, de travailleurs autonomes, mais avec des revenus garantis et très peu d'obligations de résultats. Alors, tout part de ça. Puis après ça, la suite de l'histoire qu'on raconte dans le livre, c'est une succession de tentatives pour revoir ce statut des médecins, pour essayer d'ajouter des obligations contractuelles plus claires, pour les intégrer davantage au système. Et ça va d'échec en échec, ces tentatives différentes qui ont été menées par différents ministres, dont Gaétan Barrette, jusqu'à aujourd'hui. Et là, le livre, comme vous le dites, aurait eu une espèce de séquence logique de voir tout ça être réglé aujourd'hui. Ça semble pas être le cas. Puis on verra la suite, là, mais le dernier chapitre n'est pas écrit, en tout cas. Ah non, Mais l'idée, pour revenir au devoir de réserve et pas de jeter le blâme sur les fédérations ou sur les gouvernements successifs, c'est juste d'exposer le décalage entre cette partie-là de travailleurs qui sont autonomes, les médecins dans le réseau, puis la volonté successive des politiciens de les mettre à leurs mains, d'avoir un contrôle sur ce que font les médecins ou d'instaurer l'idée d'une responsabilité collective face à des médecins qui sont justement des travailleurs autonomes. Puis cette tension-là, elle est constante. Puis là, je sais qu'il y a plus de nuances que ça avec la loi 2, là, qui comportait plusieurs failles qui ont été exposées successivement dans les médias. Donc, c'est pas, il y a personne qui a 100% tort puis personne qui a 100% raison. Mais c'est juste intéressant de montrer cette lutte-là qui revient constamment à travers les décennies. Puis c'est pas un sujet qu'on avait en tête au départ, mais c'est un sujet qui s'est imposé parce que ça fatigue les politiciens, ça les énerve de ne pas avoir ce contrôle-là ou davantage de contrôle sur les médecins, puis qu'eux profitent justement à leurs yeux là, de ce statut-là à l'intérieur d'un réseau qui est public. Mais c'est intéressant parce que vous parlez de Claude Castonguay, là, tout le monde cite toujours de ces mois-ci ou ces jours-ci, là, finalement, la genèse de l'assurance maladie. Il y en a qui parlaient d'une tare originelle même, là, le fait d'avoir laissé aux médecins spécialistes le statut de travailleur autonome. Mais les gens, c'est drôle, ne citent pas actuellement les autres choses que Claude Castonguay a pu dire par la suite dans ses écrits sur, par exemple, le ticket modérateur, sur la nécessité de revoir collectivement le panier de services dans le réseau de la santé, puis d'avoir une saine discussion sur la pertinence d'enlever certains éléments si on voulait en rajouter. Donc, on dirait qu'actuellement, ça fait bien l'affaire de tout le monde de citer Claude Castonguay, des petites choses bien précises qu'il a dites. Mais, moi, voyez-vous, ça pourrait faire l'objet d'une longue discussion, mais je pense que quand même, le statut de travailleur autonome du médecin, pour moi, c'est un certain facteur de protection pour le patient, là, si vous voulez, là. Parce que c'est ce qui confère ce lien intime que moi j'ai avec chaque patient. Puis c'est ce qui fait que parfois, en vacances, je me réveille la nuit pour penser à un patient, puis me dire, est-ce que j'ai pensé à demander le scan de Mme Sioui, tu sais. Ouais. Je vais appeler au bureau demain pour voir si je l'ai demandé. Ma crainte, c'est que ça se perde, ça. Puis la crainte qu'on avait avec le conflit actuel, c'est que si ça s'effrite, ça, d'après moi, c'est un réel danger. Mais maintenant, pour parler de facturation, toutes les fédérations l'ont dit qu'on était d'accord, mais pas dans la façon. Ce projet de loi-là, c'est une catastrophe.
Puis on apprend des choses par la bande que finalement, pendant l'été, la Régie d'assurance maladie, tout ce que j'ai entendu, ce serait sous réserve, là, travaillait déjà sur ce qui allait être implanté au 1er janvier. Là, donc, certaines sources me disent ça. Donc, bref, ça laisse perplexe un peu. Là, la façon... Le gros débat, au départ, le statut, à savoir si les médecins allaient être des fonctionnaires, oui. des employés d'État ou des travailleurs autonomes. Puis Claude Castonguay a pris fait et cause en faveur du statut de travailleur autonome. Il y a même eu un débat télévisé contre les 3 chefs syndicaux de l'époque. Lui est arrivé tout seul là, pour argumenter pour que les médecins aient un statut de travailleur autonome. Mm-hmm. C'est un acquis qui ne sera jamais remis en question. En tout cas, personne ne nous a parlé de changer le statut des médecins au point d'en faire des employés d'État. Ça reste une idée en l'air, mais c'est pas quelque chose qui nous a semblé être une option jamais véritablement envisagée par aucun des ministres de la Santé qui se sont succédés par la suite. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Bon, ça va être à suivre. Écoutez, on verra là, ce qui va se passer. Donc, on a une grosse année 2026 devant nous. J'étais impressionné, évidemment, les gens qui vont vous lire, la quantité d'invités. J'essaie d'imaginer le travail de réussir à convaincre chacune de ces personnes-là. Là. Marie-Michel, comment... C'est on rebondit d'un invité à l'autre. Quand écoutez, mettons, le premier ministre a dit oui, donc vous devriez dire oui. Est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne un peu? Puis avec les réseaux de contact, j'imagine. Là. Oui, puis vous allez être étonné de savoir que ça a été beaucoup plus facile qu'on le pensait. Okay. Moi, ça a été une de mes grandes les gens levaient la main? Pas lever la main, mais acceptaient avec grand plaisir. Pauline Marois nous a invités chez elle, Philippe Couillard nous a invités chez lui, François Legault nous a accordé une bonne heure d'entrevue. Oui. On est aussi allé chez Christian Dubé. On parlait tantôt de la démarche. C'est important pour nous de parler à des... Le regard est politique, là. C'est pas un livre... On n'a pas la prétention de faire une analyse scientifique de ce qui se fait dans le réseau. Là. Les deux, on est issus du monde politique. Mais donc, c'est important d'avoir le point de vue de plusieurs acteurs politiques de différents partis pour croiser les regards sur ce réseau-là, puis sur les éléments de la petite histoire de l'assurance maladie ou du réseau. Mais oui, à notre grande... surprise, les acteurs étaient très contents même parce que c'est rare, je pense, qu'ils ont le temps de donner leur perspective comme ça sur une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années. Pour Pauline Marois, par exemple, d'expliquer comment sa vision du réseau s'est installée au fil des années à partir du moment où elle dirigeait un CLSC en Outaouais dans les années 70 jusqu'à celui où elle devient ministre de la Santé, puis ensuite première ministre. Puis je disais tantôt que ça m'a aidé dans ma couverture journalistique parce que pour moi aussi, ça m'aidait à comprendre d'où viennent les gens, d'où vient leur vision. Gaétan Barrette qui part de son enfance, du moment où il est tout petit, puis sa famille n'a pas d'argent pour payer ses soins de santé. Donc ça a été super riche, vraiment intéressant. Puis en fait, il y a une seule personne qui a refusé d'être interviewée, c'est Jean Charest, qui est occupé ces temps-ci par autre chose. Là. Il s'occupe beaucoup des négociations avec les États-Unis, donc c'est peut-être pour ça, mais autrement, tout le monde nous a dit oui. Puis tout le monde a été très, très généreux dans les anecdotes, les commentaires, les réflexions. Okay. Avez-vous noté une différence au niveau de la qualité ou du contenu des échanges quand vous parliez à quelqu'un des événements qui dataient des années 70 ou 80 par rapport à une discussion qui porte sur la pandémie ou sur Santé Québec, disons, avec... M. Dubé,
Il y a un souvenir, on a des personnes devant nous qui sont plus âgées. Je ne sais pas, est-ce que c'est un défi, disons, d'aller chercher là, la qualité de l'échange puis des détails? Ou... On a eu le privilège de parler à des grands bâtisseurs de l'État québécois, là, comme Claude Forget, ou je mentionnais tantôt Dr Brunet. C'est des gens qui ont une perspective très large des événements. C'est des grands technocrates, là, au sens noble du terme. Alors, on avait des explications plus globales. Moi, ce que j'ai trouvé, Marie-Michel, tu me diras si tu as la même impression, mais les interlocuteurs du présent contemporain nous entraînaient assez rapidement dans les méandres de la gestion du réseau. Puis là, c'était plus difficile pour nous d'aller extraire de la substance utile et intéressante pour faire un livre comme on voulait faire, là, parce que c'était très technique. C'est comme si chacun essayait de trouver la solution, là. C'est ce qui va faire en sorte que tout à coup, tout va se mettre à bien marcher dans le réseau, là. Alors, chacun a sa conception, c'est assez complexe et rébarbatif et long comme explication. Alors, bref, on perd un peu là, de perspective, je trouve, moi, à travers cette tentative là, de trouver, de quête là, d'une solution de nature managérielle au problème du réseau. Quand même. Mais il y a comme, pour les acteurs contemporains, il y a une volonté de se protéger aussi. Tu sais, évidemment, quand on fait une entrevue avec Geneviève Biron ou Frédéric Abergel, qui est encore le numéro 2 de Santé Québec, ça fait quelques semaines qu'ils sont en poste. Évidemment, ils font beaucoup plus attention à leurs réponses que... moi, j'ai été frappée, en fait, de la possibilité d'avoir le récit dans le détail du moment où Philippe Couillard, quand il était premier ministre, a écarté Gaétan Barrette des négociations avec les fédérations de médecins. Il y a 3 acteurs qui nous racontent ça, M. Couillard, M. Barrette et Roberto Iglesias, qui était secrétaire général du gouvernement quand c'est arrivé. Donc, ces gens-là sont capables de s'ouvrir parce qu'ils ont un petit recul, parce que c'est plus quelque chose qui est chaud là, dans l'actualité. C'est arrivé en 2016-2017, donc ça fait 8 ans, là, mais quand même pas si longtemps que ça. Moi, j'étais frappée là, de leur volonté de replonger là-dedans. Mais oui, c'est évident qu'on a plus de perspectives sur les événements qui se sont passés, même justement il y a 7-8 ans ou il y a 40 ou 50 ans, que sur ceux qui passait en temps réel pendant qu'on écrivait le livre, là, parce que Santé Québec, l'accouchement avait lieu là, en même temps qu'on finissait de faire le livre. Donc ça, il y avait quelque chose qui ressemblait plus à de l'actualité journalistique dans cette portion-là du travail. Mais le fait là, on a vécu la même chose récemment, donc on verra la lecture que l'on en fait, là, de se faire mettre sur la ligne de côté pour... Christian Dubé. Ben oui. Pour beaucoup Mais un jour, justement, si on faisait une entrevue aujourd'hui, 16 décembre, avec Christian Dubé, probablement qu'en fait, il dirait non, là. J'imagine. Il n'aurait pas envie de parler de ça, mais peut-être que dans 4, 5, 6, 7 ans, il va vouloir revenir là-dessus, dans le détail, avec François Legault, qui fera peut-être autre chose là, à ce moment-là, qui ne sera plus premier ministre. Donc, c'est ça, le passage des années permet d'avoir plus de commentaires, plus de coulisses, plus de réflexions. Sur la pandémie, peut-être que Pascal veut en parler, mais lui avait un regard unique, puis un accès inédit, puis des notes manuscrites même. Donc, là, on avait quand même le recul, même si c'était assez récent. Choses qui se sont dites sur la pandémie, puis c'était... On ne voulait pas répéter, raconter ce qui s'est déjà bien raconté dans certains livres, dont celui d'Alec Castonguay. Mais moi, j'étais, comme Marie-Michel le mentionne, là, dans la cellule de crise pendant la bonne partie de la pandémie, autour de Dr Arruda et François Legault. Donc, j'avais un point de vue privilégié des événements qu'on a pu relater dans le segment du livre là, qui traite de... Preniez-vous des notes, Pascal, vous, pendant ces moments-là? Oui. Okay, donc, oui, beaucoup. Okay. J'ai noirci là, un bon calepin de notes en me disant qu'un jour, ça allait être intéressant parce que il y avait 2 événements là, sous mes yeux. Là. Il y avait la pandémie, qui n'est quand même pas un événement banal, et en quelque sorte, la naissance de la prochaine réforme dans la tête de Christian Dubé, parce que dès le jour 1, quand il est arrivé ministre de la Santé, puis qu'il s'est installé autour de la table avec sa sous-ministre
Dominique Savoie, on a tous senti là, que l'on rentrait dans une autre dynamique. Là. Tout à fait. Parce que ça n'a pas été long là, qu'il s'est mis à réclamer des changements. Puis là, on s'est dit, oh, OK, là, ça ne s'arrêtera pas quand même. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Ce qu'on vient de dire, ça ouvre la porte à deux autres questions. D'abord, pour nous, peut-être Marie-Michel, parce que je vous entendais en parler, là, on voulait vous parliez que le fait que Gaétan Barrette ait été écarté un peu, mais si on recule, il y a une vingtaine d'années, François Legault avait été poussé par Bernard Landry à l'époque, la fameuse crise des affidavits. Là, les gens pourront faire des recherches, ça trouve son origine en Mauricie, ça. Il y avait un patient qui était décédé dans une ambulance. Il avait été refusé à l'urgence de Shawinigan, dérivé vers Trois-Rivières. Malheureusement, l'homme, je pense, dans la cinquantaine, était décédé. Mais bref, François Legault avait dit on va forcer les médecins à aller travailler, des affidavits, se présenter. Bernard Landry avait poussé François Legault parce que les élections approchaient. Et pour nous... je ne parlerai pas au nom de tous les médecins spécialistes, mais pour plusieurs d'entre nous, cette blessure-là de François Legault est restée. C'est comme s'il avait toujours voulu un peu, entre guillemets, régler ses comptes. Là. Évidemment, je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, là, mais je ne sais pas la lecture que vous en faites ou que vous en avez faite en écrivant le livre. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus, là, mais de un, ça montre à quel point des réformes, ça use du personnel, ça use les médecins, puis le fait qu'elles soient successives, comme ça demande énormément d'énergie, là, puis pour ça, il y avait un peu un hommage dans notre livre avec l'idée du mammouth, justement, aux travailleurs de la santé là, qui réussissent à continuer de faire leur job malgré qu'on essaie constamment de changer la machine là, ou le milieu dans lequel ils travaillent. De deux, ça montre que la politique est jamais très loin de la santé, n'est-ce pas? Que les échéances électorales, par exemple, ou que les impératifs électoraux peuvent avoir une grande influence sur la manière dont certaines crises sont gérées. De trois, quand je disais tantôt que le fait de faire le livre m'a aidé dans ma couverture au quotidien, c'est parce que j'ai remarqué la même chose que vous. Quand on s'est assis avec François Legault, il nous a parlé justement de sa vision comme ministre de la Santé il y a une vingtaine d'années. Puis de un, elle ressemble beaucoup à celle de Gaétan Barrette. Hein. C'est pas étonnant que ce soit lui qui l'ait recruté en premier à la CAQ. Puis de deux, ça permettait de comprendre justement pourquoi il est arrivé avec cette attitude-là dès le début en disant ça va brasser, on va se battre face aux médecins. Ça semblait bel et bien être un dossier qui n'était pas réglé pour lui. Puis c'est un homme, François Legault, qui vient du milieu des affaires, qui aime avoir des résultats rapidement, qui a goûté à cette possibilité-là, d'ailleurs, pendant la gestion de la pandémie, hein, où là, on n'avait pas besoin de consulter les oppositions, on n'avait pas besoin de faire des consultations, on agissait par décret, puis les résultats étaient assez... immédiat. Là. Donc, je trouve ça super intéressant, en fait, de vous entendre dire que c'est une cicatrice qui est restée pendant toutes ces années-là. J'aurais comme envie d'inverser les rôles dans le podcast pour vous faire développer là-dessus. Là.
Mais j'ai eu la même impression, effectivement. Ben, écoutez, pour nous, c'est clair et net, là. Puis on écoutait même, lorsqu'on entendait parfois François Legault, là, des scrums, là, puis on entendait Christian Les Dubé. malétresses. Les gens, on dirait qu'à la fois lui et son ministre de la Santé ne justifiaient pas tout le tour le projet de loi 106 pour les mêmes raisons. Puis pour François Legault, c'était régler le problème de la rémunération des médecins qui aurait dû être réglé il y a 25 ans. Alors, il ne faut pas être psychanalyste pour voir que ça nous ramenait au début des années 2000. Là, puis ça avait été assez agressif dans le temps. Là, quand on pense, les huissiers se présentaient au domicile des médecins pour leur dire « Tu vas rentrer à tel hôpital, à telle place. » Donc, ça avait marqué l'imaginaire. Là. Donc, puis finalement, 25 ans, c'est pas très long. Là. On se retrouve avec les mêmes individus, des médecins qui ont vieilli un peu comme moi, mais qui se rappellent. Là. Donc, puis... Et cette perception-là, nous aussi, à parler aux deux protagonistes, Christian Dubé d'un côté qui nous expose sa réforme, Santé Québec, ses solutions et tout ça, et François Legault de son côté qui s'intéresse très peu à ce volet-là. La réforme de structure, pour lui, c'est pas son... Puis qui nous, finalement, nous a entraînés pendant l'heure et quart où on était avec lui, essentiellement sur la question de la rémunération des médecins, comme étant la clé là, pour régler bien des problèmes en santé. Ben, en fait, du point de vue des médecins, encore une fois, on a l'impression souvent que ce qui agace les gens, c'est pas tant le mode de rémunération que la hauteur de cette rémunération-là. Puis pour moi, ce sont deux enjeux complètement différents. Donc, ça vient souvent teinter le débat. Donc, puis je présume que vous l'avez déjà fait aussi, là, parce que ça se glisse souvent dans les conversations, on écoute aux nouvelles, puis c'est souvent, on va glisser, les médecins sont très bien payés, ou, ça se glisse dans l'information. Donc, ça rentre dans l'imaginaire collectif de dire, les médecins sont très bien payés, puis je ne veux pas juste parler de ça, mais on dit qu'ils sont très bien payés, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que c'est un tarif horaire? Est-ce qu'on compare aux autres médecins? Est-ce qu'on compare, je ne sais pas moi, aux policiers, aux conducteurs d'autobus? Mais tu sais, c'est rentré dans l'imaginaire collectif. Puis là, quand on parle du mode de rémunération des médecins dans le projet loi 2, où il y a des enveloppes salariales qui étaient prévues de diminuer progressivement sur 4 à 5 ans, on ne pouvait pas faire autrement que penser que le but ultime, c'était de diminuer la rémunération. Donc ça, c'est pas un mode de rémunération, on veut diminuer la charge, l'enveloppe. Et nous, du point de vue évidemment, encore une fois, j'ai un chapeau de syndicaliste ici, là, mais on regarde l'évolution du budget en santé depuis 10 ans, puis on regardait la masse salariale des médecins, puis notre fardeau ou notre ratio aux dépenses totales avait diminué de 50%. Donc, nous, on se donnait une relativement bonne note, parce qu'on se disait si c'était vraiment juste le volume de rémunération des médecins qui était le problème, on aurait vu une certaine amélioration. Mais le mode de rémunération, c'est beaucoup plus complexe que ça, là, de dire comment est-ce que je vais être payé le matin quand je me présente. Puis je donne souvent l'exemple. Moi, si je suis de garde le lundi, je commence à 8 h le matin, puis là, mettons, j'opère toute la nuit, puis j'opère le mardi, puis j'arrive le mardi à 4 h. J'ai déjà comme 35 heures de fête, ça peut arriver, là. Comment est-ce qu'on fonctionne? Là, je tombe sur quel genre de taux horaire? Comprenez-vous? C'est pour ça que le statut de travailleur autonome, il y a certaines vertus aussi là, qui font que je vais quand même rentrer mercredi, là, puis jeudi, vendredi, parce que ce sont mes patients, ce ne sont pas les patients du réseau. Mais bref, c'est mon petit discours. Je ne veux pas trop, à moins que vous ayez quelque chose, je voulais vous ramener sur d'autres procès. Le premier ministre avait dit que la pandémie avait été un cauchemar. Donc, je l'ai entendu dire ça. Mais quand on prend du recul, pour moi, une crise comme la pandémie, pour un politicien, c'est sûr que ça peut paraître un peu cynique, mais c'est un cadeau, là. Parce qu'il devient un politicien de crise. Un peu, vous vous rappellerez les attentats de septembre 2001. George W. Bush était perçu comme un moron, là, les gens vont s'en rappeler. C'était pas un bon président. Les attentats arrivent, c'est devenu un héros. Les politiciens sont des héros dans des crises comme ça, donc c'est un cauchemar. Moi, je pense que c'est un peu un cadeau. Je ne sais pas qui veut se lancer. C'est grisant de voir des taux de satisfaction comme les maisons de sondage le révélaient pendant ces mois-là.
Mais on se doutait bien, en tout cas à l'intérieur de la cellule, là, qu'il allait avoir un contre-coup là, à ça. Euh, le premier ministre était surexposé et on craignait là, qu'il y ait un effet de saturation à un moment donné. Mais pendant la pandémie, il n'y a personne qui avait ça en tête, là. Ces considérations-là étaient loin de nos préoccupations. Mhm. On pensait même là, qu'on allait devoir mettre nos CV à jour parce que c'était des décisions assez contre-intuitives là, pour des gens qui font de la politique, là, d'aller brimer les gens dans leurs droits et libertés. Là. C'est pas la meilleure recette, ça, pour gagner des points dans les sondages. Et il y a une marge importante de la population qui en a tenu rigueur encore aujourd'hui là, au gouvernement d'avoir été aussi loin là, dans les mesures de De contrainte là, des contrainte. libertés civiles. Marie-Michel, je vous ai vu sourciller quand j'ai dit ça, que c'était un cadeau peut-être politique pour un gouvernement, une crise comme la pandémie. J'ai pas sourcillé, mais OK. j'ai hésité dans le sens que à court terme, effectivement, là, il y a un effet de ralliement. Cet effet-là était très fort d'ailleurs pendant la pandémie, là, pour avoir fait partie des journalistes qui posaient des questions au premier ministre dans les points de presse, là, dès qu'une question était un peu plus, comment dire, on recevait des courriels d'insultes, là, vous n'avez pas idée, là, Ah les oui, gens nous demandaient de collaborer avec le gouvernement. Donc, dès qu'on challengeait, je cherche l'expression en français, là, défier. mais entre autres, le docteur Arruda sur la présentation de chiffres, de données, sur le fait qu'on n'était pas capable d'avoir accès au terrain, on se faisait insulter, là. La population était vraiment ralliée derrière le premier ministre à ce moment-là, qui était la figure rassurante, l'espèce de phare dans la nuit pour les Québécois qui étaient très stressés, angoissés, puis avec raison, là, en passant, là, je leur reproche pas, là, c'était une période qui était effectivement difficile pour tout le monde. Puis comme je viens de le dire, pour un gouvernement, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de pouvoir gouverner par décret, de pouvoir goûter à cette possibilité-là. Pascal, tu me corriges si je me trompe, là, mais d'agir rapidement sans avoir à soucier des contre-pouvoirs. Mais après, le ressac apparaît inévitable. Le parallèle a beaucoup été fait avec Lucien Bouchard aussi pendant la crise du Du verglas verglas. en 98. Puis effectivement, pour François Legault, la chute a été assez vertigineuse, hein, après, là, dans les mois suivant la pandémie. Là, une fois que la lune de miel a été finie, il y en a plusieurs qui sont allés chercher les papiers de divorce. Hein. Donc, ça peut être pratique ou intéressant politiquement à court terme, mais un petit peu moins à moyen terme ou à long terme. Vous parliez de gouverner par décret. J'ai le souvenir vers la fin de la pandémie que Christian Dubé avait essayé d'étirer l'élastique un peu sur certaines politiques. Mais là, je pourrais pas vous donner de détails. Puis il s'était fait rappeler en l'ordre en disant non, mais là, faut que ça. Faut, je pense que c'est avec les négociations avec les syndicats. Puis il voulait encore passer un décret. Puis là, les gens avaient dit non, mais mais là, il faudrait faire des recherches. Là, donc, mais ça, Là, le climat que décrit Marie-Michel était changé. Là, après le moment où le gouvernement pouvait signer des décrets, que l'opposition était silencieuse, que les journalistes ne pouvaient pas poser des questions méchantes, ça a duré quelques mois. Mais à un moment donné, les choses sont revenues à la normale. Là, puis c'est ça, cet épisode que vous mentionnez là, illustre là, le retour au contre-pouvoir OK. normal dans une société. Pour Lucien Bouchard, qui est négociateur pour la Fédération des médecins spécialistes, là, c'est cette gouvernance par décret à laquelle Christian Dubé a eu accès, c'est resté. Il a pris goût à ça. Puis a résulté, selon lui, là, la suite des choses, le PL15 adopté sous Bagnon, 83 sur la pratique dans le réseau privé, des lois adoptées sous Bagnon, une espèce d'approche là, de la gouvernance. Est-ce que c'est une analyse que vous acceptez? Je ne peux pas contredire mon ancien patron, mais je pense qu'il faut voir ça au-delà là, de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Là. Christian Dubé, c'est un homme d'affaires, François Legault aussi, des gestionnaires qui ont travaillé longtemps dans le privé, qui cherchent des résultats. Et ça, il y a des relents de ça, sûrement, une fois que tu es en politique au gouvernement. Puis,
un moment donné, tu veux atteindre des objectifs, il faut... ce sont deux fonceurs, ils ont beaucoup de points, dont celui-là de prendre les moyens qu'il faut pour atteindre des résultats. Alors, je pense que c'est plus sur ce point de vue-là qu'il faut l'analyser que sur une espèce de perversion qui se serait développée là, de pouvoir autoritaire. La perversion, c'est peut-être fort un peu, mais en fait, moi, l'analyse que j'en faisais, puis écoutez, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est que François Legault et Christian Dubé peuvent avoir une très bonne connaissance du réseau puis du gouvernement, tout ça, mais je ne suis pas sûr que Christian Dubé comprend bien ce qu'est un médecin, t'sais. La façon dont on réfléchit. Puis je pense que l'exemple de Lionel Carman est frappant. Là. À quel je pense pas que je sais pas s'il s'attendait à ce que quelqu'un si près de lui démissionne, je sais pas. Je pense pas qu'il. Puis je pense que les analystes le disaient là, par rapport à. Ils ont réussi à enrager les médecins personnellement. Là, chaque médecin se sentait comme attaqué personnellement. C'est peut-être ça qui a fait que ça a bloqué plus que certaines autres réformes. Mais bref, on pourra faire un deuxième balado dans 1 an. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Je voulais savoir, on approche la fin, si vous aviez un Oscar, disons, là, de la meilleure performance parmi tous vos invités, là, ou on pourrait appeler ça un coup de cœur, disons, là, la plus belle surprise, ou... Je dirais pas un coup de cœur nécessairement, mais ça a été très... En fait, le coup de cœur est peut-être pour Pauline Marois, là, qui a été vraiment intéressante avec son... Cette femme-là a été présentée politiquement comme étant tellement différente de ce qu'elle était, en fait, à la base, là, c'est-à-dire une travailleuse sociale, une militante, une jeune directrice de CLSC. Donc ça a été super intéressant. Pour sa générosité puis la profondeur de sa réflexion, Philippe Couillard aussi. Mais sinon, un personnage qui s'est révélé... Je pense que je vais laisser Pascal élaborer là-dessus, mais c'est Gaétan Barrette là, qui nous a vraiment ouvert. Comment je peux dire ça? Qui a parlé de son enfance, de tout son parcours dans le réseau de la santé, parce qu'il a tout fait. Là. Il a commencé comme préposé au CHU à Sherbrooke, je pense. Puis lui a eu les 2 rôles, hein, comme président de la FMSQ, puis après comme ministre de la Santé face à la FMSQ. Donc, lui est un personnage très intéressant qui s'est révélé dans toute cette histoire-là. Puis ça a été riche d'avoir accès à sa pensée aussi, puis de voir l'influence qu'il a eue et qu'il a encore sur le réseau, parce qu'il se garde très proche de tout ce qui se passe dans le milieu de la santé. Donc, je dirais peut-être lui. Pascal, tu veux peut-être renchérir? Le livre commence avec le petit Gaétan, entre la vie et la mort. Là, on est avant l'assurance maladie et ses parents ne sont pas en mesure de payer ses soins. C'est son grand-père qui fait du troc là, avec sa grange. Puis là, ça illustre ce que c'était avoir un problème de santé grave avant l'introduction de l'assurance maladie. Il nous a raconté ça, c'était super intéressant. Puis le personnage traverse finalement toute l'histoire qu'on ne s'attendait pas. Comme Marie-Michel le mentionnait, il a été préposé aux bénéficiaires, etc. Il a à peu près eu tous les rôles.
Et c'est un peu comme un anti-héros, finalement, dans le livre. Gaétan Barrette, là, un personnage hors norme qui, finalement, se voit un peu réhabilité. Bon, en tout cas, il y a une forme de rédemption là-dedans qui lui est donnée par Christian Dubé quand on se fait expliquer que Santé Québec, ça repose sur la réforme Barrette, là, que sa réforme à Gaétan Barrette est un peu la clé de voûte sur laquelle va s'appuyer Santé Québec. Là, c'est une perspective là, qui est inédite parce qu'on n'entendait que du mal de la réforme de Gaétan Barrette depuis toujours au Québec. Tous les spécialistes s'entendaient là-dessus. Puis tout à coup, là, on se met à comprendre que finalement, ça mène à quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Alors, et lui-même, Gaétan Barrette, est impliqué dans ça. Il y a eu beaucoup de discussions là, avec le gouvernement actuel. Alors oui, personnage inusité, mais coup de cœur pour moi. Puis à la fin de la très longue entrevue qu'il nous a donnée, qui est sur le site, sur la chaîne YouTube du Devoir, là, comme toutes les autres entrevues d'ailleurs, là, il y a un balado, il y a une série qui a été colligée sur. Puis il y a un documentaire aussi, je le mentionne au passage. Bon. Ben, Marie-Michel peut peut-être expliquer la surprise qu'elle a eue en recevant un texto de Gaétan Barrette. Il voulait avoir une deuxième entrevue. Parce qu'elle n'avait pas tout dit encore. Bon. Mais pensez-vous qu'on pourrait le revoir en politique ou... Il y a une petite... Ben, il le dit lui-même avec candeur. Là. Je suis toxique. Il n'y a personne qui veut me revoir débarquer en politique. Lui aurait aimé être impliqué dans Santé Québec parce que c'était aussi la vision qu'il avait, là, celle d'un espèce d'Hydro-Québec de la santé. Même Philippe Couillard, en 2018, pendant la campagne électorale, que j'ai couverte, j'avais complètement oublié ça, mais dans une table éditoriale au Devoir, il nous parlait de sa vision pour l'équivalent d'un Santé Québec. Donc, si les libéraux avaient été réélus en 2018, peut-être qu'on en serait quand même arrivé à cette structure-là. Mais donc, Gaétan Barrette voulait un rôle à jouer dans cette agence ou cette société d'État-là. Il voulait faire partie d'une espèce de SWAT team, là, selon ce qu'il nous a décrit, mais il se serait fait dire non, ton nom est trop je sais pas si c'est le mot toxique là, qu'il a utilisé, là, mais enfin, on veut pas que ton nom soit associé à ce projet-là. Donc, il aurait été écarté. C'est certain qu'il serait peut-être mal perçu ou reçu par les médecins spécialistes. Là. Ça m'apparaît assez clair. Là, donc, et par d'autres travailleurs dans le réseau. Ouais. On parle souvent vous connaissez le terme médico-centriste, hospitalo-centriste, là, puis c'est un des gros problèmes du réseau, là, que tout passe par les médecins. Il faut quasiment passer par un médecin de famille pour avoir n'importe quel accès, mais en même temps, on est en un modèle de gestion qui est ultra centralisé avec Santé Québec. Une fois, je me dis, on a remplacé un modèle de centralisation par un autre. On voit le nombre de gestionnaires exploser, même si on fait un effort, semble-t-il, pour diminuer. Votre lecture de ça, finalement, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Moi, je pense que non, mais... Il y a une petite révélation dans le livre par rapport au fait que toute la portion protection de la jeunesse a failli être gardée à part de Santé Québec, parce qu'effectivement, on oublie, puis d'ailleurs, même dans notre livre, on ne parle pas tant que ça des services sociaux ou de la protection de la jeunesse. Après, je ne donnerai pas mon opinion là-dessus, là, parce que je reste toujours journaliste, mais un des risques qui a été identifié par Philippe Couillard, notamment, c'est de plaquer un organigramme par-dessus un organigramme. Puis je pense que dans sa communication ou dans son travail, Santé Québec, à ce jour, n'est pas encore parvenu à faire la démonstration qu'il est autre chose qu'un organigramme par-dessus un organigramme. Cette démonstration-là va peut-être venir là, dans les mois qui suivent, mais elle n'est pas faite pour le moment. Puis je pense même que pour la majorité de la population, c'est vraiment pas très clair encore à quoi ça sert un an après la naissance là, de ça, là, du mini mammouth là, ou du bébé mammouth là, qui est Santé Québec. Les Québécois, je pense pas qu'ils saisissent très bien à quoi ça sert, là, outre justement qu'à avoir une autre structure par-dessus la structure. Puis j'ajoute, même dans le réseau,
il y a beaucoup de tensions entre les employés du ministère, ceux de Santé Québec. Il y a eu des incohérences aussi dans la manière dont les dossiers ont été partagés. Puis ça aussi, ça cause des tensions, puis beaucoup d'incompréhension, puis de frustration même. Pascal, je ne sais pas si vous partagiez l'opinion. Disons, le rêve de Claude Castonguay et son équipe, c'était avoir un système qui était profondément ancré dans les communautés. Et c'est ce qu'on a connu au Québec pendant quelques décennies. Puis moi, j'ai travaillé à l'époque dans le réseau de la réforme de Philippe Couillard. Je trouvais ça triste de voir les CA être abolis, les directeurs généraux qui étaient en place depuis longtemps là, être envoyés à la retraite. Puis c'était tous ces établissements bien ancrés dans leur communauté là, qui se voyaient être englobés à l'intérieur de ce qu'on appelait à l'époque les CSSS. Là. Donc, c'est les hôpitaux qui allaient être les fers de lance. Puis on le sait, il y a une dynamique du système un peu, une gravité naturelle là, qui amène tout vers les hôpitaux. Puis là, après, il y a eu la réforme de Gaétan Barrette. Puis maintenant, Santé Québec. Alors, je me demande un peu ce que Claude Castonguay penserait aujourd'hui là, de voir tout le système au complet de la santé au Québec être chapeauté par un conseil d'administration de 12 personnes. C'est une forme de centralisation ultime qu'on connaît, qui peut être nécessaire. On ne s'est pas prononcé là-dessus, nous, dans le livre. On nous promet qu'il y ait des mécanismes là, qui vont assurer aussi qu'il y ait une prise de décision, une proximité là, de gestion terrain. Mais sur la forme, on est vraiment rendu à l'opposé là, de ce qui était à l'époque, dans les années 70, perçu, tenez-vous bien, comme étant le meilleur système de santé au monde, selon bien des observateurs. Je pense que ça l'était, mais je pense que le système fonctionne. Une fois qu'on y est, tout le monde dit que ça fonctionne bien, mais il faut trouver la porte. Parfois, on ne trouve pas la clé pour ouvrir la porte. Mais c'est certain, de mon point de vue, moi, je pense qu'il y a trop de centralisation. Là, avec le PL15, là, quand vous vous rappellerez, François Legault avait dit il y a quelques semaines, là, je ne sais pas si c'était à Arcan ou à Lagacé, il y a des têtes de directeurs généraux qui vont rouler. Parce que j'aime pas ce que j'entends. Puis dans mais ça, c'est en éducation. Non, c'était dans les hôpitaux. C'est parce que les coupures, il y a des directeurs généraux d'hôpitaux qui ont dit, écoutez, avec les coupures administratives que vous nous imposez, on va être obligé de couper l'accès aux soins. Puis là, le gars avait dit, moi, j'aime pas ce que j'entends. Mais dans les faits, les DG sont nommés par le ministre. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça n'a pas de sens. Puis l'autre élément, ce sont des petits exemples, mais quand on démontre la centralisation, moi, j'ai une collègue qui a loué l'amphithéâtre du CHUM, là, je pense que c'est Pierre Pellado. Le contrat était signé par Santé Québec. C'est pour la location d'une salle dans un hôpital. C'est trop centralisé, pour moi. Puis l'autre chose qu'on pourrait discuter peut-être lors d'une éventuelle autre rencontre, c'est la réglementation. Je pense qu'il faudrait déréglementer. À toutes les fois qu'on introduit une ligne de réglementation, on pense que ça va régler un problème, mais ça crée un paquet d'effets pervers qui sont, d'après moi, imprévus. Là, donc, puis on avait un bon exemple avec le projet de loi 106 où finalement les gens ont commencé à dire moi, écoutez, je vais être obligé de quitter le CHSLD puis retourner au GMF pour remplir mes quotas. Là, c'est difficile on tente de régler des problèmes avec des règlements. Je ne suis pas certain que c'est la bonne solution, mais à suivre. Écoutez, on s'était dit 1 heure parce que je sais que vous avez d'autres activités. Je vous remercie énormément. Là, donc, c'est vraiment intéressant. J'espère que vous avez apprécié l'entretien. Donc, c'est L'Indomptable Mammouth, publié chez Somme Toute Le Devoir. Donc, juste avant les fêtes, c'est un beau cadeau. Là. Je pense que on doit lire ce livre et d'autres. Là, vous avez parlé d'Alec Castonguay tout à l'heure, là, Le printemps le plus long. Donc, je pense que ça donne une bonne lecture. Puis, c'est très accessible. Là. Les gens qui hésitent, là, ce n'est pas... ça se lit comme un roman, là, finalement. Donc, vous avez eu un contact intime avec toutes ces personnes-là. Donc, je pense que ça transparaît dans vos écrits. Là. C'est pas seulement donc, une recherche sur le web là, qui vous a amené à un contact avec ces personnes-là. Donc, je vous remercie énormément. Je vous en prie. Merci, Dr. Gagné. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.